Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Ça devient un rendez-vous, c'est Tour du monde de l'interculturel. Après l'Arabie Saoudite, après les États-Unis, nous voyageons rapidement puisque nous arrivons maintenant dans les pays scandinaves, comme vous le voyez sur le fond magnifique de notre invitée, Anne Aftret. Anne qui est DRH d'Alstom pour la région scandinave. Anne, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et nous avons une experte des pays scandinaves, une experte et pas n'importe laquelle, parce qu'elle est experte et humoriste. C'est Cécile Moroni, qui est elle aussi en Norvège. Cécile, bonjour. Bonjour à tous. Bon, bonjour. Cécile, tu vas être notre guide dans cette découverte, alors découverte ou approfondissement, ça sera chacun qui nous écoutez quelque chose de différent, des pays scandinaves. Et Anne sera notre témoin, c'est-à-dire qu'elle apportera des anecdotes, des situations, et on réfléchira ensemble à la portée qu'on peut leur donner. Le but du jeu pour nous, c'est de se dire, donc la plupart de ceux qui vont nous écouter sont des Français, il y a quelques Scandinaves, le but du jeu, ce ne sera pas d'aller en exploration ethnologique pour s'étonner de la spécificité des habitants des pays scandinaves. Le but du jeu, c'est de se dire, nous qui arrivons avec une culture française, que représentons-nous pour les gens qu'on va rencontrer? En quoi est-ce qu'on pourrait les surprendre? Et comment bien travailler avec eux? On est dans un cadre corporate, on se concentre plutôt sur les aspects professionnels, même si parfois il faudra en sortir, parce que l'explication de la façon dont les gens sont au travail réside évidemment dans l'éducation et la vie en société. Mais c'est pas moi qui vais faire le show aujourd'hui, c'est Cécile. Et Cécile, j'ai un grand challenge pour toi. Est-ce que tu pourrais nous résumer la culture scandinave, en plus 3 pays, en 4 minutes? Bon C'est un, courage. ouais, c'est un beau challenge. Bonjour à tous. Je vais d'abord commencer par présenter rapidement les trois monarchies scandinaves. D'une part parce que on les connaît sans les connaître et surtout on les confond d'un point de vue français. Donc, la Scandinavie, c'est trois pays. C'est la Suède, qui est le drapeau de gauche, la Norvège, qui est le drapeau du milieu, et le Danemark, qui est le drapeau de droite. Ce ne sont pas les autres pays qu'on associe souvent en Scandinave, comme par exemple la Finlande ou l'Islande. La première, c'est presque un cliché, mais la première erreur que beaucoup de Français font, c'est de les confondre. Et c'est pas bien méchant, mais quand on connaît l'histoire de la Scandinavie et qu'on sait que ce sont des pays qui ont été politiquement et historiquement très liés, hein, le Danemark, enfin ces trois pays étaient une partie du Danemark jusqu'à le milieu du XVIe siècle, eh bien en fait on met un peu les pieds dans le plat sans le savoir. Donc moi, quand je rentre à Paris, la voisine de mes parents me demande tout le temps systématiquement comment je vais à Stockholm puisque j'habite en Norvège. Et sans le savoir, mon mari écrase une petite larme quand il entend cette question, parce que ce sont trois pays différents. Donc Suède, Stockholm, Norvège, Oslo, Danemark, Copenhague. J'ai choisi pour ces trois pays d'illustrer par un mot, parce que ce sont des concepts que vous avez peut-être déjà entendus, et qui pour moi sont à la fois significatifs de la culture scandinave, qui sous-tend un peu la façon dont la société fonctionne et dont les personnes fonctionnent en entreprise, mais qui sont aussi des concepts qui sont un peu devenus à la mode, surtout le concept de hygge, que certains Français déjà peut-être ont entendu. Quelques notions donc sur les Scandinaves, ce sont des sociétés très mesurées. Le lagom en Suède, c'est un concept qui veut dire qu'on a un peu de tout dans des quantités suffisantes, sans excès. Et ça, c'est un premier concept qui est important de comprendre, la façon dont les Scandinaves fonctionnent. Ce sont des sociétés qui sont dans la mesure. On est dans la mesure quand on exprime ses sentiments, on est dans la mesure quand on passe du temps au travail et du temps à la maison, on est dans la mesure dans les relations qu'on a avec les autres et dans la façon dont on exprime, par exemple, un désaccord. Kous en Norvège est l'idée de se mettre au coin du feu et de profiter de la nature. La Norvège surtout est une société qui est très ancrée dans un contexte de nature, parce que c'est des pays qui ont des paysages d'ailleurs absolument magnifiques, mais qui sont très dépendants du climat. Donc là encore, ça dit quelque chose du fait que quand on est dedans, on fait en sorte que l'espace de travail soit aussi une bulle où les gens se sentent bien et se sentent eux-mêmes et accueillis. Je vais y revenir après parce que ça explique des différences fondamentales dans l'entreprise aussi. Et Hygge au Danemark reflète un peu cette idée de Kous. C'est l'idée que on fait des choses sympathiques entre collègues. Ensuite, on a le fika qui est le café avec le gâteau. Au Danemark, on passe aussi un peu de temps à connaître ses collègues.
Les sociétés scandinaves sont aussi assez marquées par le flegme de la façon dont les gens s'expriment entre eux, ce qui, à un œil de français, peut paraître un peu comme une sorte de poker face. C'est pas, ils sont pas toujours les gens les plus faciles à lire. Si tu reviens sur le slide précédent, parce que j'étais encore sur cette idée de mesure, mais effectivement, par exemple, moi, par exemple, quand je suis mariée avec un Norvégien, quand je rigole comme ça. Quand mon mari rigole, il rigole comme ça. Et c'est quand il est mort de rire. Et ça, je pense que ça exprime aussi, illustre la façon dont les gens vont se comporter en entreprise. Donc pour ceux qui connaissent les Scandinaves et ont déjà travaillé avec eux, il y a cette espèce de retenue dans la façon dont on s'exprime. Ça se reflète aussi dans les conflits. On est extrêmement dans une forme de douceur de la communication. Les syndicats ont un poids essentiel aussi. Et ça, c'est l'idée qu'on inclut tout le monde et qu'on ne brusque personne dans les façons de faire. C'est très distinctif, notamment pour la Suède, parce que la difficulté de ton exercice, Anne, c'est que ce sont des pays qui se ressemblent, mais qui sont assez différents quand même. Slide suivante, donc, je pense quelques traits importants à comprendre. Énorme équilibre vie professionnelle, vie personnelle. J'ai toujours aux Français qu'il n'y a pas de décalage horaire avec les pays scandinaves, mais il y a un décalage horaire puisque les journées de travail sont plus compactes, mais se terminent beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'après 16h, 16h30, on ne met pas de réunion en Scandinavie. Point final. Sauf si on a vraiment un coup de bourre absolument exceptionnel. On met beaucoup en avant l'équilibre vie pro, vie perso dans les pays scandinaves. Autre chose à expliquer aussi, c'est ce côté non hiérarchique des sociétés. Ça a des explications historiques, politiques, mais ce sont des pays extrêmement égalitaires. On dit par exemple de la Norvège que c'est le pays où ce sont les CEO les moins bien payés au monde. Alors c'est pas vrai parce que c'est des pays chers, même si les couronnes en ce moment n'ont pas le vent en poupe, ça reste quand même des salaires élevés, mais c'est l'idée de le prendre en relation avec les autres personnes de l'organisation. Il n'existe pas en Norvège d'endroit où le chef va gagner 5 fois plus que les employés. Ça n'existe pas. Très peu de hiérarchie. Ça donne aussi un peu le là sur la façon dont les gens se comportent en entreprise. Tout le monde va se présenter avec son prénom parfois, et en tant que Français, on a presque du mal à comprendre, mais qui pilote cette organisation et qui va prendre la décision finale. Et justement, les décisions finales sont souvent prises de façon collégiale parce que ce sont des sociétés non hiérarchiques. Il n'est pas impoli et il n'est pas inhabituel dans une réunion avec des Scandinaves de voir un junior interrompre la présentation de un N+2 pour lui dire ouais là je pense que tu as oublié ça la personne va souvent bien le prendre en disant mais c'est une bonne idée, je vais l'ajouter, t'as raison. Ce qui, à un œil de français, peut paraître surprenant, ce côté très informel. D'ailleurs, tout le monde se tutoie en Scandinavie, ce qui, encore une fois, reflète ce côté non hiérarchique. Un autre point essentiel pour comprendre la façon dont les Scandinaves fonctionnent, c'est que tout est basé sur la confiance. Ça, c'est le slide suivant. La confiance est vraiment sous-tend toutes les relations de travail. On l'a, on peut la perdre, mais on l'a a priori. Donc, il n'est pas habituel de contrôler où les gens sont et s'ils font leur travail heure après heure. Il y a une grande liberté dans la façon dont les employés se comportent. Et aussi, il n'est pas déroutant pour un Scandinave de ne pas exactement connaître la suite du plan. Les Danois en particulier et les Suédois aussi, un peu moins les Norvégiens, sont très à l'aise avec l'idée du on verra. Ça, on va voir au fur et à mesure. Ça, on verra bien. Ce qui, encore une fois, pour un Français peut être étonnant dans la mesure où le Français aime avoir un plan avec des next steps très clairement définis, qui est quelque chose que les Scandinaves naviguent de façon plus fluide que nous, les Latins. Enfin, et je pense que c'est important de le dire aussi, ce sont des sociétés extrêmement, on va dire, modernes, même si je ne veux pas colorer cet adjectif avec un jugement de valeur, mais c'est quand même des sociétés extrêmement progressistes. Il y a une grande égalité homme-femme. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur l'inclusion des minorités. Il y a de plus en plus, par exemple, d'entreprises à Oslo, à Stockholm, surtout à Stockholm d'ailleurs, et au Danemark, qui ont des toilettes unisexes, unigenres. Et ça, c'est important de le comprendre aussi quand on commence à travailler avec ces gens-là. On est moins coloré par le patriarcat latin traditionnel que la France, par exemple. Et j'ai parlé 7 minutes. Bravo, c'est remarquable, merci beaucoup. Peut-être que vous qui vous nous écoutez, vous avez des choses à ajouter ou des questions à poser dès maintenant à Cécile. Surtout, n'hésitez pas, hein, on a tout le temps qu'il faut et on peut être complètement interactif. Anne, déjà, est-ce que tu veux compléter ou peut-être nuancer par rapport à ton expérience ou plus spécifiquement sur la Norvège, les propos de Cécile? Non, je suis enfin, effectivement tout à fait d'accord avec la façon dont tu as présenté les points les plus importants. La confiance a priori donnée, c'est-à-dire que en tant que nouvel employé dans une entreprise,
on est vraiment accueilli avec une confiance totale par tout le monde. Personne ne mettra en doute la capacité, les compétences qui ont fait que on a été choisi pour ce travail. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Je dirais c'est un peu l'inverse enfin, de mes souvenirs en France où il faut vraiment, on commence avec 0% de confiance et il faut petit à petit prouver, faire ses preuves. Tout ça, c'est vraiment très important. Et puis, j'aurai sûrement d'autres remarques après, mais là, c'était celle qui me venait tout de suite. Bien, merci. Alors, chez Expat Communication, quand on explique ces différences, on aime, quand on a des formations longues, penser à l'idée de l'iceberg. Vous savez, la culture, il y a ce qui se voit. Donc là, Cécile a bien fait le lien chaque fois entre ce qui s'observe, par exemple les horaires, et ce qui ne se voit pas, les raisons. On pourrait passer des heures là-dessus. On n'a pas le temps là en une heure, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est une autre façon de présenter les choses, qui est la plateforme GapsMove avec laquelle on travaille, qui permet pour chaque pays, mais aussi pour chaque personne ou chaque entreprise, de positionner les pays ou les personnes ou les entreprises sur des axes culturels. Et c'est intéressant de se dire, l'objectif, c'est pas de mettre des stéréotypes ou de mettre vraiment des absolus en disant il y en a qui sont pragmatiques et il y en a qui sont conceptuels, par exemple, mais déjà de se positionner sur des axes en se disant toujours c'est une question d'être plus ceci ou plus cela. Par exemple, les propos que Cécile vient de nous montrer, on pourrait les résumer en disant il y a un énorme écart sur le pragmatisme et la conceptualisation, on en reparlera, sur l'enthousiasme verbal et la maîtrise du silence, ou sur la notion d'amitié ou de transaction, sur quoi est-ce que j'établis la confiance, est-ce que c'est parce qu'on se connaît déjà, et dans ce cas-là, si jamais on ne se connaît pas, il n'y a pas de confiance, comme vous l'expliquiez, ou est-ce qu'on est sur la transaction, c'est-à-dire on va travailler ensemble et a priori on se fait confiance. Contrôle émotionnel, enfin voilà, il y a 18 dimensions dans l'outil, ce qui peut être intéressant, et ça permet aussi de positionner les pays scandinaves entre eux, parce que on parle là du bloc scandinave, mais j'imagine, et là, Cécile, je vais te relaisser la parole, qu'il y a quand même aussi des grosses différences entre Norvège et Suède, entre Norvège et Danemark, ou entre Suède et Danemark. Oui, tout à fait. Alors, il y a des différences qui sont nettes. Alors, déjà, il y a une rivalité qui reste enfantine, hein, mais qui a des racines très anciennes, historiques et politiques, qui fait que la Norvège, par exemple, est un peu les Norvégiens disent qu'ils ont le complexe du petit frère, parce que souvent on les confond avec les Suédois, qui est un pays qu'on connaît mieux et qu'on visite plus volontiers. Et puis les Norvégiens, ça a été un parent pauvre de l'Europe jusqu'à ce que tout d'un coup ils deviennent très riches avec le pétrole dans les années 60 et 70. Bien sûr, je fais des raccourcis, hein. Les Danois, en revanche, sont considérés par les Norvégiens et les Suédois comme très continentaux et donc avec plus de manières et de façons de faire, disons, un peu plus éduquées. Encore une fois, c'est des perceptions des uns et des autres. Donc, même entre eux, il y a des différences culturelles. Et effectivement, le côté, par exemple, pragmatique des Danois, ça m'étonne pas, cette deuxième ligne pragmatisme, conceptualisation. Les Danois sont extrêmement pragmatiques. D'ailleurs, ils le disent avec humour, c'est nous qui avons inventé les Lego. Hein, on imbrique des briques et ça fait une jolie tour à la fin. Mais il y a un côté très concret dans la culture du Danemark qui peut effectivement s'accrocher avec cet aspect plus conceptuel des Suédois. Aussi, les Norvégiens, comme vous voyez sur la dernière ligne, aiment avoir un plan plus que les Suédois. Donc, c'est pas forcément parce qu'ils parlent presque la même langue. D'ailleurs, les gens peuvent presque se comprendre entre eux sans parler anglais. Ça dépend des dialectes, mais parfois ça fonctionne. Malgré tout, il y a des vraies différences comme ça de forme dans la façon de travailler. Et il y a des grosses entreprises françaises, allemandes, suisses qui s'implémentent dans les pays scandinaves avec un hub qui est souvent au Danemark parce que la Norvège ne fait pas partie de l'UE ou en Suède et qui en fait découvrent malheureusement un peu dans la douleur qu'il ne s'agit pas de copier les façons de faire x3 ou x4 si on inclut la Finlande, mais qu'il faut vraiment adapter à la culture locale. Donc d'un point de vue extérieur, on a tendance à se dire c'est 3 fois la même chose, mais dès qu'on s'y frotte, on découvre parfois douloureusement que malheureusement, il faut adapter à chaque pays les façons de faire, la façon de prendre des décisions, etc. Est-ce qu'on va avoir, comme on pourrait l'avoir en France ou en Italie par exemple, des différences aussi au sein de chaque pays entre nord et sud, est et ouest ou ville et campagne?
Alors ça, c'est une très bonne question. Les géographies de ces trois pays, encore une fois, sont très différents. Le Danemark est un petit pays plat. Euh, le cliché sur les Danois en Scandinavie, c'est qu'ils ont une montagne et elle a fait 200 mètres au-dessus de la mer, donc c'est pas une montagne. Et en revanche, la Norvège et la Suède sont des grandes étendues qui vont bien au-delà du cercle polaire, qui partagent. La Norvège partage une frontière avec la Finlande puis avec la Russie. Et là, effectivement, des grosses différences culturelles. Quand on est à Oslo, on est plus près géographiquement de Paris que du nord de la Norvège, qui a la même distance d'Oslo que Naples, par exemple. Et donc, ces différences géographiques font que les gens se sont très longtemps pas mélangés. Et effectivement, il y a des grandes différences. Aussi, il faut préciser que la Suède et la Norvège sont des pays de petites villes où les gens sont amenés à se croiser tout au long de leur vie. C'est des petites populations, hein. Il y a 5 millions de Danois, 5 millions de Norvégiens, 10 millions de Suédois, c'est pas beaucoup. Donc ça aussi, ça imprègne les façons dont les gens se travaillent, c'est qu'il faut toujours penser long terme, ne jamais abîmer complètement une relation, même quand ça se passe pas bien. On essaie d'être très soigneux de ça. Et ça se ressent encore plus dans les petits endroits pour répondre à ta question. Merci beaucoup. Anne, est-ce que tu veux commenter ce qu'on voit là? Euh, non, c'est sûr que c'est, enfin, la remarque de ne pas, enfin, ce sont vraiment trois pays assez différents, tout à fait. Et quand on veut travailler avec ces pays-là, il faut vraiment faire la différence. Quand on arrive en Norvège, se mettre dans le concept norvégien, apprendre à connaître comment ça marche en Suède et au Danemark, ça sera pas forcément la même façon de faire. Donc ça, c'est vrai aussi. Ouais, c'est important. Et c'est important de respecter ces différences entre Danois, Norvégiens, Suédois. Et par exemple, parce que si jamais on est en France et qu'on vit en France, vu des États-Unis ou de la Chine, c'est sûr que l'Angleterre ou l'Allemagne, c'est à côté. Néanmoins, quelqu'un qui vient travailler en France dans une entreprise française verra assez peu d'anglais et d'allemand. Est-ce que chez Alstom, en Norvège, il y a beaucoup de Suédois et de Danois, ou est-ce qu'il y a exclusivement, enfin, en très large majorité des Norvégiens? Alors, Alstom, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple, je ne sais pas, mais c'est très, très multiculturel en fait. On a la majorité des employés sont norvégiens, mais c'est seulement 40% de nos employés sont norvégiens. Le reste, 60%, sont non norvégiens et en fait, nous avons très peu de Suédois et de Danois. Je crois qu'on n'a aucun employé danois et deux employés suédois. Donc là, pour le coup, c'est 30 nationalités représentées différentes. Donc ça met bien à mal l'idée d'un bloc scandinave. Il y a un grand, pendant que vous parlez, il y a un grand débat là dans le chat. Pourquoi, Cécile, tu nous as dit comme ça tout de suite, Ah, non, non, la oui. Finlande ne fait pas partie du bloc scandinave. J'en discutais avec une Finnoise qui me disait, mais si, la Finlande fait partie du bloc scandinave. Il y a gros débat, non? Oui, oui, c'est presque une question politique. Alors, du coup, je voudrais vraiment n'écrire, enfin, ne dire quoi que ce soit qui fâche pas. Mais a priori, historiquement et géographiquement, la Scandinavie, ce sont ces trois monarchies dont on parle. La Finlande est une république avec une langue assez différente et une histoire assez différente. Là où le bas blesse, c'est qu'il y a eu tellement, en fait, de mouvements de population et de jeux de pouvoir aussi dans toute cette zone qui d'ailleurs inclut la Baltique, qui fait qu'il y a une grosse communauté suédophone en Finlande. Et que si à ces gens-là, on leur dit vous ne faites pas partie de la Scandinavie, encore une fois, on vexe. Donc aujourd'hui, on parle de ces trois pays scandinaves qu'on a définis comme tels, mais c'est pas une question. C'est un peu comme quand on demande à quelqu'un quelle est la définition de l'Europe. Est-ce qu'elle est géographique? Est-ce qu'elle est politique? Est-ce qu'elle est historique? Etc. Donc effectivement, c'est une vraie bonne remarque. Je vois pas le chat, donc je ne sais pas ce qui est écrit dedans, mais c'est pas noir et blanc. C'est quelque part entre les deux. Mais a priori, les Scandinaves, ce sont ces trois pays qui partagent cette histoire commune, ces monarchies où ils sont tous cousins entre eux, et puis ces langues qui sont très très proches les unes des autres. Mhm. Oui, je crois que c'est pour nous, on fait la différence aussi, enfin très très facilement. Et donc, par contre, on parle des pays nordiques. Oui, Et à partir du moment où on parle des pays nordiques, c'est la Scandinavie plus la Finlande et l'Islande. Et exact, oui. voilà, c'est ça. Donc, quand on veut parler plus généralement, c'est les pays nordiques à ce moment-là. Ceux qu'on entend, oui, les Nordics, comme on dit Mm. souvent, Exactement. Et là, on est historiquement sûr de ne d'ailleurs. pas faire d'impair en employant cette Voilà. terminologie-là. Oui. Mm.
Merci beaucoup. Après, ça, c'est pas le cœur de notre propos. Le cœur de notre propos, c'est vraiment comment on travaille dans ces pays-là. Et là, merci Cécile pour ton éclairage qui nous a permis de prendre de la hauteur. On a vu comment on pouvait le modéliser avec la plateforme YapsMove. Et maintenant, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on parle, parce que je pense que c'est plus important, des cas concrets et peut-être de prendre les expériences qu'Anne nous apporte et puis de les regarder avec un œil d'interculturaliste. D'accord. Alors, je peux essayer de proposer, enfin, de parler de mon expérience personnelle et de peut-être ce qui m'a le plus étonnée ou peut-être choquée au début quand je suis arrivée en Norvège. Euh, et bon, c'est peut-être, je pense un des points enfin, d'adaptation le plus difficile au début, c'est vraiment la journée de travail. Concrètement, comme le disait Cécile, qui est vraiment très condensée, avec une pause déjeuner très courte. Et donc, de savoir s'organiser autour de ça, de profiter effectivement de la disponibilité des collègues norvégiens à des horaires, à des horaires très restreints, disons. Et au niveau des réunions, enfin, a priori, on essaye, pour respecter un petit peu une grande flexibilité des horaires que les Norvégiens et je pense les Scandinaves en général ont, on essaye de restreindre les réunions entre 9h et 15h. Alors, ça fait vraiment beaucoup moins de possibilités mais ceci pour respecter les familles qui ont des enfants jeunes qui vont devoir poser les enfants à l'école ou à la crèche le matin, et ceux qui doivent partir à 15h30, 16h pour de nouveau aller chercher les enfants à l'école. Donc, c'est vrai que il faut bien profiter des 6 heures qui sont entre 9h et 15h. Effectivement, éviter de proposer des réunions en dehors de ces horaires. Par contre, il y a une grande flexibilité. Donc, les Scandinaves travaillent donc non-stop et éventuellement, quitte à se reconnecter après la journée de travail, parce que en fin de journée, entre 16 et 20 heures, c'est la famille. Ça, c'est vrai qu'on va vraiment concentrer ce temps à la famille, aux enfants, et on n'est pas joignable. Mais par contre, après 20 heures, ça j'avais découvert, on peut tout à fait avoir des gens qui sont là et qui reprennent finissent leur dossier, qui répondent à des emails et qui sont éventuellement joignables. Mais donc, il faut vraiment avoir penser à ça, respecter ça, c'est très important. Et on arrive à être aussi productif avec des horaires à la fois plus restreints mais aussi plus flexibles. Oui, moi je pense que c'est vraiment, bon, la responsabilité est vraiment donnée à 100% à soi-même. Donc, chaque employé est responsable de son scope de travail, et c'est à la personne de s'organiser comme il veut pour délivrer ce qu'il s'est engagé à faire. Donc, et Si je peux après, chacun compléter ce vraiment. que tu dis, Anne, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et ce que moi j'ai observé quand j'ai travaillé chez Nestlé, Nespresso, et puis je travaillais chez Carlsberg, qui est d'ailleurs danois, mais en Norvège. Et il y a une façon aussi de prendre les décisions, d'organiser les réunions, qui fait que le pragmatisme qui était montré sur les slides tout à l'heure, avec ce mapping des cultures, pragmatisme versus conceptualisation, fait qu'on va directement au but, souvent chez les Scandinaves, qui fait que parfois les décisions sont prises trop vite, hein, attention, mais elles sont prises plus vite, et donc on compresse souvent le temps d'organisation. Mais après, ça dépend aussi beaucoup des cultures d'entreprise. Il y a des grosses nuances à apporter à ce que je viens de dire en fonction du secteur et en fonction de l'ADN un peu de l'entreprise dans laquelle on travaille. Mais effectivement, le côté pragmatique des Scandinaves fait que parfois ils vont plus vite, et donc ils sont a priori pas moins efficaces que des gens qui vont passer plus de temps au travail, peut-être avec plus de pauses et des réunions plus longues où la façon dont la décision est prise sera plus chronophage. Alors, là, tout ce que vous évoquez, ça évoque plein de questions pour moi. La première, c'est la sociabilisation. Donc, si on n'a pas de déjeuner, si on va toujours straight to the point, parce qu'on est hyper pragmatique et qu'on ne fait pas de délai, enfin pas de fioriture, comment est-ce qu'on fait pour connaître ses collègues, ou est-ce que ça n'a aucune importance de connaître ses collègues?
Il y a quand même, oui, non, il y a en général dans la plupart des entreprises que je connais en Norvège un comité social, on peut appeler ça comme ça, je crois, en français je ne suis pas sûre, mais social committee, qui va proposer des activités hors du travail. Donc c'est vrai que c'est pas du tout obligatoire, mais c'est tout à fait recommandé et tout à fait intéressant d'essayer de participer. Alors de nouveau, selon ses intérêts, selon ses horaires, mais il va y avoir plein d'activités proposées et vraiment, c'est là qu'on peut, ça peut changer beaucoup de choses sur nos relations au travail et la façon effectivement, de comprendre les Scandinaves, de pouvoir participer à ces activités, de prendre le temps de connaître les gens. C'est vrai qu'il faut. La relation, elle met du temps à s'établir. Effectivement, comme Cécile disait, une fois on a des amis norvégiens, c'est pour la vie. Et c'est pareil au travail. Ça, bien sûr, ça va faciliter énormément ensuite la relation Je, de travail. je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a dans tout ça une espèce de fil rouge sur le côté transactionnel des relations entre les gens. Et quand on a un purpose, une raison d'interagir, on brise la glace justement plus facilement. Donc, participer à ces activités en dehors du travail, je pense, est une première élément de réponse. En Suède, il y a quand même la culture du fika, qui est cette pause café-gâteau au travail. Donc, pragmatisme, oui. Mm. Déjeuner plus court que les Français, oui. Quoiqu'encore en France, je pense que les choses changent, hein. Toutes les entreprises n'ont pas la culture du déjeuner de 2 heures avec du vin rouge. C'est le cliché que certains Scandinaves vont garder sur les Français. Donc ça, moi, je suis en permanence en train de leur rappeler qu'on est en 2024 et que il n'y a pas un joueur d'accordéon qui vient dans la cantine tous les lundis midi. Enfin, voilà, vous voyez l'idée. Mais enfin, en tout cas, ça pour dire qu'il y a quand même des bulles d'interaction, mais qui sont peut-être plus prédéfinies que les cultures latines où les choses s'entremêlent un peu plus. Il y a aussi quand même le côté social au travail. Je sais que au Danemark, en tout cas chez Carlsberg, les gens allaient volontiers une fois de temps en temps boire un coup après le travail et là on connaît les gens plus facilement aussi. Ok. Donc il y a ce côté, on mélange pas trop vie pro, vie perso. Malgré tout, il y a quand même une vraie possibilité d'être ami avec ses collègues. Mhm. Et ça m'amène à une question qu'on a eue récemment chez Expat Communication une personne française qui revenait du Brésil et qui avait été nommée au Danemark Ah oui. et qui était hyper mal en me disant, j'essaye de créer un lien avec mes collègues, je ne sais pas travailler s'il n'y a pas un lien affectif avec mes collègues, et là je me contorsionne pour essayer d'obtenir un sourire, et il ne se passe rien, j'ai l'impression d'avoir perdu toute ma capacité à créer du lien, et elle était vraiment très mal. Euh, Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à cette personne? Oh, j'ai envie déjà de lui donner un hug parce que moi, ça fait 14 ans que je suis en Norvège et je suis venue parce que mon mari est norvégien. Mais je suis venue de Paris, j'étais dans une entreprise de consulting pour travailler chez Carlsberg en Norvège et c'était hyper dur au début. Honnêtement, j'avais l'impression qu'il y avait même des gens qui ne me regardaient même pas. J'avais l'impression d'être dans le film de Bruce Willis. Je savais pas que j'étais morte. Voilà, le truc de sixième sens là. C'était mais hyper dur. Donc déjà toute ma compassion et ensuite rien lâcher parce qu'en fait une fois qu'on les connaît, une fois qu'on a craqué cette porte-là, on fait des liens qui sont super chouettes. Mais effectivement, moi, ça me surprend toujours, après 14 ans ici, ce côté extrêmement pudique qui est presque, en fait, perçu par les Français comme de la pure impolitesse, qui n'est Mhm. pas de l'impolitesse pour eux, qui est une forme de respect de l'espace privé, mais qui est tellement significatif de nos cultures crash entre latins et scandinaves que ça reste quelque part un sujet presque douloureux. Pendant le coronavirus, il y avait des blagues chez les Scandinaves qui disaient ah, on nous demande de ne pas nous approcher de moins d'un mètre ou deux, mais c'est déjà moins que d'habitude. Donc en fait, on va pas se filer le corona, vous inquiétez pas, personne ne veut se parler. Il y a quand même ce côté extrêmement, enfin, qui paraît presque fermé en fait, et Mhm. qui est paradoxal avec leur côté extrêmement ouvert d'esprit, très moderniste, etc. Mais alors, effectivement, c'est pas facile. Mais une Mhm. fois qu'on l'a, on le tient bien. Mais ouais, j'ai juste envie de lui dire de persévérer et de continuer d'être sympa. Mais c'est vrai Mhm. que Brésil, où j'imagine les gens quand même très faciles d'accès, presque Mhm. après ouais, à découvrir que finalement tout le monde n'est pas particulièrement copain en fait, mais qu'il y a beaucoup dans la forme. Ah, là, c'est la transition de la mort, la pauvre. Mais qu'elle lâche rien et ça va le faire. Et dans l'autre sens, parce qu'il y en a aussi parmi nous qui sont en France et qui accueillent des collègues scandinaves, comment eux perçoivent notre façon de sociabiliser, de nous embrasser le matin, peut-être, de parler fort, parfois, il y a des gens qui vous parlent quasiment en se mettant sous votre nez. Euh,
Ouais. Est-ce qu'ils se disent que c'est sympathique ou est-ce que ça les agace? C'est pas évident, hein. Je pense que effectivement, les Scandinaves, les Norvégiens sont prennent les Français pour très arrogants, enfin, trouvent qu'ils prennent beaucoup trop la place. Et en réunion, par exemple, ça peut créer des problèmes parce que les Français interrompent tout le temps, vont pas laisser la place et le donner forcément un temps de parole à chacun. Donc, les Norvégiens peuvent tout à fait se renfermer à cause de ça. Il faut faire attention. Faut faire attention à leur donner aussi la possibilité de s'exprimer à leur temps et pas les interrompre entre autres. Ouais. Ouais, ça, c'est un point très important que j'ai pas dit. Tu as raison, Anne. La place du silence dans les Mhm. discussions est extrêmement différente dans nos sociétés et dans les leurs, surtout en Suède, pardon, où il n'est pas inhabituel de laisser 1 ou 2 ou 3 secondes de silence avant de répondre à une question ou avant de rebondir sur quelque chose qui a été dit. Ce qui fait que souvent, bah, les Français prennent cet espace pour continuer et puis le train part sans les gens. Donc, en fait, ça, c'est quand même vraiment important de le dire. Mhm. Euh, Ouais, ouais, tout à fait. Et ça vaut dans plein de choses, cette espèce de place du silence. Et il y a aussi le côté, la loi de Jante, qui est un peu cette loi sociale qui définit la façon dont les Scandinaves se comportent. Mais on leur dit depuis le début, dès qu'ils sont petits, il faut pas croire qu'ils sont mieux que les autres. Et qui font que ça reste des sociétés où absolument tout le temps se mettre en avant peut paraître très arrogant. Et malheureusement, les Français, on a cette tendance à toujours tout comparer avec la France. Ah bah, en France, c'est comme ci, en France, ceci, et moi, je suis français, etc. Et donc, on paraît arrogant, alors que parfois, c'est de la pure curiosité, en fait, qu'un Français montre sincèrement son intérêt pour les Scandinaves. Mais il y a ce malentendu potentiel entre personnes que le Français va donner l'impression qu'il sait déjà tout, alors que le leader scandinave va plutôt demander aux gens, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire ensemble? Là où le leader français va dire, les gars, c'est par là. Et ça peut aussi prêter à confusion. Le Scandinave va lire de l'arrogance. Et à l'inverse, le Français va penser que le leader scandinave n'a pas de projet, en fait. Et donc, c'est pas très bien ce qu'il fait. Mhm. Et donc, quel conseil pour un Français qui arriverait pour prendre une équipe en Scandinavie? Et bien, déjà, s'inscrire Je au vois club Anne qui se regarde les d'activité. mains. Bah, Vas-y, déjà, alors, Cécile. moi, je pense que pour faire plaisir aux Scandinaves, il faut apprendre 2, 3 mots. Mais pas vraiment, pas beaucoup plus, hein, mais juste montrer qu'on s'intéresse. Et alors ça leur fait super plaisir. Euh, Vraiment, déjà, c'est un signe parce qu'ils savent qu'il y a quand même peu de gens qui apprennent leur langue. Ils sont tous hyper forts en anglais. Et des enfants de 7 ans dans la rue qui vous indiquent le chemin dans un anglais meilleur que le français moyen. Donc leur montrer déjà qu'on s'est intéressé un petit peu à leur culture, c'est déjà, à mon avis, un premier pas pour décocher un sourire. Et ensuite, je pense vraiment être dans le côté amical et à niveau égal. Enfin, vraiment inviter au dialogue tout le temps. Qu'est-ce que tu en penses? L'implication des gens dans les décisions est la clé pour que les gens courent derrière vous, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, Anne. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est sûr, c'est plus. Il y a. Non, il faut passer un peu de temps disons, c'est un Français qui vient en Norvège et qui vient prendre une équipe ou un projet, bah, c'est a priori important qu'il ait cet esprit d'ouverture, de s'adapter. Où est-ce que j'arrive? Comment ça marche ici? Comment les relations au travail fonctionnent? Donc, c'est à nous de nous adapter en général quand on arrive dans une nouvelle culture. Et a priori, normalement, ça se passe bien. Ouais. Mais moi, vous m'avez Aussi, quand même perdu parce que, pardon Cécile, vous non, nous non, je t'en dites prie. à la fois, euh, il y a moins besoin de certitude, une meilleure gestion de l'inconnu, et donc on n'a pas besoin de plans hyper définis. J'ai aussi entendu à un autre moment où vous disiez il faut faire confiance, et j'ai cru comprendre que le micro-contrôle, notamment sur le télétravail, etc., ça n'allait pas passer. Mais alors moi, manager français, si on me dit il faut pas trop donner trop de guidelines et il faut pas faire trop de contrôle, on va être très très loin du micromanagement, mais même comment on va manager là? Parce que je Je, rajoute qu'on fait confiance a priori, hein. ouais, J'ai ouais. bien tout écouté. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, il n'y a pas de, je crois que ça n'empêche qu'effectivement,
il faut être clair par rapport aux objectifs qu'un manager, par rapport aux responsabilités qu'un manager donne à son équipe, par rapport donner des objectifs clairs, les suivre régulièrement, donner du feedback, mais alors effectivement, on parlait ça un peu, pas que le feedback négatif, aussi quand les choses sont bien faites, c'est important d'en parler. Et donc oui, il y Pardon, a... Anne, je me permets d'insister, pour vous qui vivez en Norvège toutes les deux, c'est une évidence qu'il faut donner du feedback positif. Je rappelle que pour tous ceux parmi nous qui sont français, c'est vraiment un trait culturel hyper fort qu'on a chez nous et qui n'est pas partagé par le reste du monde, qui est vraiment une spécificité française, c'est cette idée que le feedback doit être toujours négatif. C'est pas mal, mais hein, là où la plupart des autres cultures vont passer beaucoup de temps à donner du feedback positif pour faire passer presque de façon implicite du négatif. Oui, exactement. Parce qu'il ne faut pas Et non plus, je pense, être angélique sur cette culture-là. Tu as raison de dire ça. Je pense que c'est exactement là que la différence est. Pour moi, qui ai piloté des équipes assez grosses et assez opérationnelles d'ailleurs, de Norvégiens, l'idée, c'était pas de leur dire, bon, bah, après 16 heures, j'appelle personne. C'était de leur dire, au lieu de dire, comme on aurait peut-être dit en France, ouais, les gars, là, il va falloir que vous m'aidiez à bosser pour. En fait, au lieu d'être très directif dans le bon, ça, il faut le faire, et il n'y a pas de question, et j'attends que. Bah, je pense que dans le style de communication, c'est plus du genre, on appelle la personne en disant, bon, alors j'ai besoin de toi là. Est-ce que tu peux m'aider à réfléchir sur ça, ça, ça? Rien que dans les mots, donner l'impression qu'on est presque amis dans la façon dont on va se concentrer sur un coup de bourre. Parce que les Norvégiens ne travaillent pas moins d'heures que les Français, en tout cas la Norvège, ce que je connais mieux, hein, et ne sont pas moins, disons, dédiés dans leur travail. Je pense juste que dans le style de communication, il y a déjà une énorme différence sur le côté je suis ta chef versus. Moi, mon premier manager m'a dit il faut que tu me parles comme à un ami. Ça m'a mis extrêmement mal à l'aise parce que je me suis dit bah non, déjà rien qu'en France, la façon dont on s'exprime dans la langue est différente qu'on soit au travail ou qu'on soit avec des copains à l'apéro du vendredi. En Norvège, il y a moins cette différence-là, au Danemark non plus, en Suède non plus. Il y a ce côté où en fait, bon bah, on se parle comme à des amis. Et ça, je pense que ça joue sur le côté on me flique pas, mais on me prend au sérieux et on a besoin de ma compétence maintenant, ce soir-là, j'ai besoin de faire un coup de bourre. Ceci étant dit, ça reste des pays où la motivation en soi à absolument avoir un énorme statut social et avoir beaucoup de richesses matérielles est beaucoup moins grande que par exemple aux États-Unis ou en Allemagne, où c'est des pays qu'on connaît mais qui ont déjà, disons, une vraie motivation intrinsèque au succès. Bah, cette motivation-là, elle est quand même plus diffuse chez les Scandinaves, malgré tout. ce qui m'amène à deux questions. Une question pour Anne en tant que RH. Et quand ça se passe mal, comment on fait? Donc j'ai bien entendu que le feedback négatif allait être très implicite. Mais il y a bien un moment où si vraiment ça va pas dans l'équipe, si la confiance qu'on avait au début s'est érodée, qu'est-ce qui se passe quand ça clash en fait? Ah oui, non, en fait, je pense que les Norvégiens, sont capables de dire, sont très directs, et donc un manager norvégien donnera du feedback positif de façon générale. C'est vrai que beaucoup plus régulièrement qu'en France, mais donnera aussi le feedback négatif. Il y a pas de donc ça doit pas, ça fait partie d'une routine. Il faut vraiment effectivement et ça on le dit effectivement à tous nos managers, surtout quand on embauche des nouveaux collègues, de bien être clair sur les attentes, de bien être clair sur les objectifs dès le début et de suivre mois par mois pour ne pas avoir de surprise. Alors, c'est vrai qu'on a en général une période d'essai de 6 mois. Euh, Pendant cette période d'essai, la possibilité d'interrompre le contrat de travail est un petit peu plus facile, disons, qu'après la fin de la période d'essai. Mais ceci dit, de toute façon, il faut documenter. On ne peut pas dire à un employé, même en période d'essai, écoute, ça marche pas, désolé, mais tu peux rester chez toi. C'est pas possible. Donc, il faut absolument suivre les employés euh, de façon très proche et régulière. Et on parlait hiérarchie, donc structure très plate, un junior peut interrompre un senior sans que ça porte à conséquence. Enfin après, j'imagine que ça reste quand même une société hiérarchisée. Quels sont les micro-signes auxquels un Français doit être vigilant?
Les Ils sont micro-signes peut-être pas micro d'ailleurs. par rapport à... À comprendre où est la hiérarchie et où ne pas Ah, aller trop loin avec mon boss. hum, hum. Euh, Je pense qu'il y a un profond respect des relations interpersonnelles en Scandinavie. Les gens ont une forme vraiment de respect de l'autorité quand même. Elle est là, la hiérarchie, elle existe, hein. C'est des monarchies, il y a des différences dans les façons dont les gens se comportent au travail, effectivement. C'est juste qu'il y a ce côté peut-être euh, plus, euh, plus fluide dans la façon dont les gens interviennent les uns avec les autres, dans la façon dont les gens vont s'asseoir à la même table à la cantine, etc. Malgré tout, le respect de l'autorité, il existe très clairement. tout à fait, Enfin, elle n'est tout à pas fait. absente, cette hiérarchie. C'est juste qu'elle est elle est moins facile à lire dans la façon dont les gens sont habillés, se comportent, se présentent et s'adressent les uns aux autres, de point de vue extérieur, que dans nos cultures latines. Mais elle est là, elle est bien là, et puis quand il y a quelqu'un qui doit trancher, bah, c'est le chef qui tranche, ou la chef. Tout à fait. Ben, a priori, donc, ce qui se passe en général pour tout processus de décision, c'est que les employés vont être vraiment consultés, vont avoir leur mot à dire dans tout le processus de discussion. Mais une fois que la décision est prise par un manager, c'est comme ça. Et après, on applique, on a décidé que c'était comme ça, même si c'était eh ben, contre, je dirais, la majeure partie des employés. On a changé de système, on le met en place et il y a plus rien à dire, a priori. Et là, le respect de la hiérarchie, il est tout à fait Exactement, clair. c'est juste que, ouais, tout à fait. C'est juste que je pense que par rapport à des entreprises traditionnelles françaises qui ont cette espèce de pyramide un peu en tour Eiffel en termes de niveau hiérarchique, ou des entreprises américaines aussi où il y a beaucoup de titres, par exemple. Mhm. En Norvège, en tout cas, l'importance accordée au titre est moindre et le nombre de niveaux hiérarchiques dans une organisation est en moyenne moindre que dans le même genre d'organisation en France. Et ce qui va, parce on regarde les qualités, enfin, il y a des points positifs évidemment dans les deux cultures. Une chose, moi, quand je travaille avec d'autres cultures, que je trouve qu'on retrouve souvent en positif chez les Français, c'est la contrepartie euh, du fait d'argumenter beaucoup. C'est une vision toujours à 360 des problèmes, qui donne finalement beaucoup de créativité, qui fait que souvent, quand un projet est lancé, la plupart des problèmes ont été anticipés, puisqu'on a passé des heures en réunion à penser à tout ce qui pouvait aller mal. Est-ce que c'est une attitude qui va être valorisée dans les pays scandinaves, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne sera pas compris? Alors moi j'ai une petite anecdote là-dessus qui est, je pense, exactement significative de ce que tu viens de dire. J'ai un ami français qui a fait une école d'ingénieur en France à Grenoble et qui travaille depuis 10 ans en Norvège dans une société mi-publique, mi-privée qui nettoie l'eau. C'est des stations d'épuration. Et il est extrêmement apprécié pour exactement ça. C'est le Mhm. French guy et tout le monde Mhm. se l'arrache sur les projets parce que il a cette capacité un peu de voir une chose, son contraire, d'en faire une synthèse à la fin et Mhm. d'avoir une vision d'ensemble que les Scandinaves adorent. Donc il est avec son côté français, il a apporté quelque chose un peu de nouveau dans les façons de fonctionner et donc Mhm. c'est rigolo, il est adulé et c'est the French guy parce qu'ils savent que ce gars-là, il a ceinture bretelle et qu'on est sûr d'avoir déjà anticipé plein de choses avec lui. Mhm. Mais alors, comment est-ce qu'il a fait? Parce que parfois, dans d'autres pays, quand les Français commencent à expliquer thèse, antithèse, synthèse, ils sont interrompus avant la fin. On leur dit, mais viens-en au but, quoi. T'es pour ou t'es contre? Comment est-ce qu'il a réussi à faire passer cette nuance sans agacer? Bah, je pense qu'il a acquis la confiance des gens dans la qualité de son travail a priori, puis ensuite il est monté en grade et c'est comme ça qu'il a géré ses équipes, quoi. Il a gardé son ADN français et je pense que toute la beauté de ces discussions interculturelles est là, dans le côté on s'adapte et en même temps on ne change pas qui on est. Et ça, je pense que c'est extrêmement riche. Et il faut dire aussi que je pense que la France a priori un goodwill sincère auprès des Scandinaves qui, a priori, aiment bien la France, ils aiment bien manger, ils aiment bien les bonnes choses, ils aiment bien voyager, donc ils ont un a priori positif sur notre culture. Et après, effectivement, ils peuvent être agacés sur certains côtés, mais à l'inverse, en apprécier sincèrement d'autres. Mhm. Non, je sais pas ce que t'en penses, Anne. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Non, non, c'est vrai que c'est vrai que nous, chez Alstom, on a pas mal de Français qui travaillent chez Alstom en Norvège.
et qui ont et en fait, je trouve que enfin, ce qui marche bien, c'est de créer des équipes multiculturelles. Alors là, comme j'avais dit, nous, on a plus que seulement des Français et des Norvégiens, on a 30 nationalités, et c'est extrêmement intéressant de faire marcher des équipes comme ça, multiculturelles, de profiter de la façon de réfléchir différente de chacun, de mettre ça ensemble. Ça peut créer des réunions un petit peu compliquées à gérer, mais à la fin, en général, le résultat est super. Donc, Merci beaucoup, Anne. Avant de synthétiser tout ça, je voudrais prendre quelques minutes pour vous montrer ce que Anne, presque, enfin, sans le vouloir, ça c'est sûr, tu expliques exactement ce qu'on fait chez Expat Communication. Et je voudrais prendre 2 secondes pour vous expliquer à vous qui nous écoutez quelle est la démarche qui est derrière ça. Expat Communication, vous savez, c'est né, notre histoire, c'est l'expatriation, c'est-à-dire on est arrivé au départ dans l'accompagnement des expatriés, avec un baromètre, avec des tas de formations et des sites Femmes Expat et le club Expat Premium qui fédère beaucoup d'expatriés. Et au départ, on ne faisait pas beaucoup d'interculturel parce qu'on avait peur que ce soit une suite de stéréotypes, de do's and don'ts ou de codes. Jusqu'à ce qu'on rencontre le coaching interculturel. Et ça, on s'est dit, mais ça, c'est génial parce que c'est notre ADN. C'est-à-dire cette approche qui consiste non pas à se dire, voilà qui sont les autres, mais voilà qui je suis moi, en tant que Français, mais jamais un Français type. Donc déjà, ma spécificité à moi, pour aller rencontrer des gens qui ont leur propre spécificité de Scandinaves ou d'autres, mais qui, évidemment, eux, chacun, seront déjà pas... Je suis sûre que, si vous avez toutes les deux des maris norvégiens, je ne sais pas, mais je suis certaine que ce n'est pas les mêmes. Et qu'il y aura beaucoup de différences. Qu'il y aura beaucoup de différences entre, évidemment, deux personnes de la même nationalité. Et que, donc voilà, ce qu'on va chercher dans ces formations, c'est à se dire comment est-ce que je peux voir l'unicité de chacun pour établir petit à petit les avantages et les inconvénients de chacune des façons d'être dans plein de situations différentes. Il y a des moments... il y a même nous, il y a des moments où on dit, en fait, ça, c'est pas une situation qu'il faut gérer de façon interculturelle. S'il y a une véritable crise, il vaut bien un management homogène, parce qu'il y a des décisions à prendre hyper vite, et que l'interculturel, ça veut toujours dire qu'il y a de la complexité, donc du temps. Donc voilà le genre de choses qu'on va faire, et on va le faire de façon très différente, dans des contextes qui peuvent être depuis avant même qu'il y ait un contexte, c'est-à-dire dans des cas de fusion ou d'acquisition, jusqu'à du team building ou des développements de nouveaux projets. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'abord de personnaliser toujours, alors évidemment selon la langue, mais même on ne va pas accompagner de la même façon des ingénieurs qui ont déjà de toute façon le process, une sous-culture d'ingénieurs qui est hyper forte, ou des IT people où on ne leur parlera pas des soft skills de la même façon, ou des banquiers qui, en contraire, en termes de soft skills, vont mettre le paquet parce que c'est quelque chose d'hyper important pour eux. Donc, on va personnaliser en fonction des métiers, en fonction des situations, et avec un outil pédagogique central qui est le business case. Et même idéalement, quand on est en présentiel, le jeu de rôle. Parce que tout ce qu'on dit là, ça peut sembler évident. Enfin, l'idée de les Scandinaves ne sourient pas beaucoup et la relation va se mettre à long terme, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Mais quand même, la dernière fois que j'ai discuté avec un Scandinave, je me suis dit, mais il pourrait quand même me sourire. Et je me suis remise en question en me disant, qu'est-ce que j'ai mal fait pour qu'il me sourie aussi peu? Donc, la théorie, c'est bien, mais mettre en pratique, c'est indispensable. Et si on peut, dans le temps long, parce que ça va aider. On peut faire ça à plein de niveaux, donc en voyant un maximum de gens pendant une conférence, ou plus restreint pendant un atelier, ou avec du coaching, quand il s'agit d'interagir pour une personne. Ce qui compte, donc, comme je vous le disais, c'est vraiment cette mécanique de prise de conscience, d'immersion, et du fait que ce soit hyper concret, comme on essaye de le faire aujourd'hui, pour que ce soit durable. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur Expat Communication et notre approche du coaching interculturel. Maintenant, si vous avez des questions, vous qui nous écoutez, surtout n'hésitez pas, ou des remarques, hein, il y en a qui nous donnent leur retour et c'est super, n'hésitez pas à le faire tous. En attendant que les questions arrivent, Anne, quel serait ton mot de la fin? Soit quelque chose que tu aurais découvert aujourd'hui, j'en sais rien, après 20 ans, ça peut encore arriver, ou en tout cas quelque chose que tu voudrais qu'on garde.
Oh, ben, effectivement, je pense que s'intéresser à la culture du pays dans lequel on s'installe, c'est très important. Apprendre, s'intéresser à la langue, ça c'est vrai que Cécile le disait, ça sera toujours très 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 reconnu et apprécié chez les Scandinaves. Donc, et puis les premiers contacts avec des Scandinaves, je trouve il faut vraiment faire attention, disons, à la communication, à dire les choses de façon le plus simple possible et vérifier que le message est bien compris. Parce que les Norvégiens, en tout cas, ne diront pas forcément, on ne le verra pas sur la réaction. Que si quelqu'un n'est pas content ou n'a pas compris ce qu'on lui dit. Donc ça, je conseille de faire bien attention. Et puis, une autre chose, je crois qu'on l'a mentionné, vraiment la ponctualité. Arriver absolument à l'heure aux réunions, sinon on n'est pas pris sérieusement du tout. Voilà, de petits points. Merci beaucoup pour ce point. J'aimerais creuser juste ce que tu as dit. Est-ce que je reformule bien? Parce que je pense que c'est central pour moi, pour la façon dont j'interagis avec des Scandinaves, Oui, de dire je pourrais remplacer le fait que j'ai du mal à lire leur expression faciale par des questions explicites. tout à fait, tout à On peut le fait. dire comme ça? Oui, très important, très important. Si on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas effectivement le retour par des gestes, par un sourire, par des choses informelles, ne pas hésiter à poser des questions à la place et ne pas. Oui, tout à fait. Je passerai pas pour quelqu'un de bizarre. Non, 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 Parce que non, nous, je les crois Français, on qu'on. n'aime pas du tout les questions explicites. Oui, mais effectivement, il vaut mieux. Il vaut mieux. Merci beaucoup, Anne. Mm. Et toi, Cécile? Moi, j'ai un petit pincement au cœur parce qu'on n'a pas parlé d'humour. C'est moi qui n'en ai pas parlé, j'ai oublié de le dire. Mon métier, moi Bah aussi, écoute, maintenant, c'est devenu t'as d'être tout le choix. humoriste. Oui. Tu as tout Et le temps qu'il alors, faut pour nous parler d'humour. les, euh, c'est les Norvégiens et les Danois que je connais mieux, mais j'ai aussi quelques collègues stand-uppers en Suède, pardon. Il y a un super humour en Scandinavie. Les Norvégiens ont extrêmement d'autodérision, plus que les Français en général, je pense. Donc, ils se moquent volontiers d'eux-mêmes. Et donc, ça, c'est aussi une super porte d'entrée pour faire rire et donc pour nouer du lien. Il s'agit jamais d'être méchant. Ils sont peut-être un peu plus bon enfant. Moi, je me souviens que j'avais presque un peu la sensation d'être arrivée chez les bisounours quand je suis arrivée ici, parce qu'il y a le côté un peu moins cassant que l'humour français peut avoir. Mais quand on se moque des puissants ou qu'on se moque des gens enfin, quand on se moque entre guillemets des plus grands, là en général les Norvégiens sont super fans. Si on veut vraiment les faire marrer, on fait une petite blague sur la Suède en disant que c'était quand même vachement moins bien que la Norvège. Là, tout le monde va sourire. Mais en vrai, ils ont une énorme capacité d'autodérision et à se moquer des Norvégiens eux-mêmes, ils savent vraiment bien faire. Les Danois sont super sarcastiques, donc c'est des gens très drôles aussi, avec une espèce d'humour pince sans rire comme ça, où ils ont dit une énorme blague et ils ont la tête de quelqu'un qui n'a pas dit un truc drôle. Et ça, si on le perçoit, il y a vraiment moyen de bien rigoler aussi. Donc ça reste quand même des cultures hyper attachantes, parce que ils sont les premiers à volontiers rigoler d'eux-mêmes. Très volontiers même. La Suède est un peu plus woke dans son approche, c'est-à-dire un peu plus politiquement correct, un peu plus policé. Donc c'est toujours les premiers de toute façon, et ça je pense que tout le monde les admire en Scandinavie, sur les évolutions de société par exemple. Donc attention à certaines blagues qui peuvent être perçues comme un peu offensantes en Suède. Mais encore une fois, les Suédois se moquent volontiers des Suédois. Donc ça, on peut y aller. C'est mon premier point. Donc, moi, je suis restée ici, même si l'hiver, je le trouve beaucoup trop long, parce que je trouve qu'on rigole vraiment bien avec les Norvégiens. Et le deuxième point que je voulais dire, c'était ce thermos et cette noix de coco. Parce que c'est un peu l'idée de, OK, au départ, c'est super dur. C'est vraiment l'idée de la culture noix de coco où on ne sait pas comment l'ouvrir, on ne sait pas où la craquer. Mais une fois qu'on l'a craqué, on est dedans et on est bon. Il y a une vraie loyauté dans les relations entre les gens en Scandinavie. Et je pense que ça vient du fait que c'est des petits pays où les relations se définissent très tôt dans la vie et on reste loyal à ses amis, fidèle à ses amis de parfois de la maternelle tout au long de la vie. Et cette loyauté, elle reste profondément ancrée dans les relations entre les gens. C'est-à-dire que c'est pas bizarre d'envoyer un texto à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 5 ans. Alors qu'en France, peut-être que ce serait un peu genre d'où je sors, mais en Norvège, c'est genre ah bah oui, bah viens, on discute quand tu veux. Il y a cette espèce de, une fois qu'on s'est connu, on reste attaché d'une certaine façon aux gens.
Et l'image de la bouteille de thermos, c'est que les Norvégiens, les Scandinaves en général sont les pays, avec la Finlande, j'inclus la Finlande cette fois, les Nordiques, qui consomment le plus de café au monde. Mhm. Et ils le consomment le matin, le midi, le soir, et à table, et avant de manger, et après manger, et pendant de manger, et pendant les réunions, et après les réunions, et avant les réunions. Et souvent dans des bouteilles de thermos. Ils en font des quantités astronomiques, et après ils les mettent dans des thermos qui restent dans des salles de réunion comme ça à disposition de tout le monde. D'ailleurs, la direction de Nespresso s'arrachait parfois un peu les cheveux pour savoir comment augmenter la consommation de Nespresso en Norvège et au Danemark et en Suède, où la consommation de café est extrêmement grande, mais dans des volumes très différents de ce que Nespresso préférait. Et j'aime bien cette image parce que pour moi, c'est très scandinave. Déjà, le côté il fait froid dehors, on est bien au chaud dedans et on est dans des endroits de travail où tout le monde se comporte de façon très amicale pour que tout le monde passe un bon moment. Et deux, c'est un peu l'idée aussi de certaines bouteilles de thermos, on ne sait pas sur quel bouton appuyer. C'est un peu l'idée de la culture scandinave. Au début, on est là. Ah non, attends, là, j'en ai mis partout. Et puis, en fait, finalement, une fois qu'on a compris, ben, c'est du bon café chaud qui sort. Et c'est un peu cette idée de donner une vraie chance à ces cultures en essayant de se montrer curieux. Parce qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, eh ben, ils sont quand même vraiment super attachants. Merci beaucoup, Cécile. Je pense que je retiendrai cette idée du thermos de café. En tout cas, je ne les verrai plus de la même façon. Et je penserai maintenant aux Scandinaves chaque fois que j'emporterai avec moi, mais c'est rare en France, un thermos de café. Ouais, Je parce que les noix de précise. coco, il y en a un peu moins qui poussent aux arbres ici, je te le cache pas. Ouais, ça c'est sûr. Rappelle que donc Cécile, donc tu nous as parlé de ton expérience corporate, notamment chez Nespresso, mais que tu es maintenant humoriste, tu fais des stand-up, c'est quand même assez extraordinaire, en norvégien, et qui sont appréciés par le public norvégien. Donc c'est quand même une capacité d'intégration exceptionnelle qui mérite d'être saluée, et qu'avec Expat Communication, tu as déjà, et on va bien continuer, parce que ça se passe super bien, animé des séminaires interculturels avec humour. Oui, Euh, en faisant parce que je rire, pense quand même qu'en faisant rire, on pousse un peu les lignes et on détend un peu l'atmosphère. et on peut sortir du côté parfois un peu trop politiquement correct de l'interculturel, qui est un obstacle parce que ça nous empêche parfois de dire ce qu'on a vraiment sur le cœur. Donc avec l'humour, ça peut passer et tu nous aides à ne pas déraper, mais juste à aller là où c'est essentiel. Donc, merci, tout ça est super utile. Et pour vous qui nous écoutez, si vous voulez aller plus loin, alors vous pouvez aller plus loin dans le temps, dans l'espace, pardon, avec d'autres dates pour d'autres ateliers culturels. Vous avez tout le programme sur le site d'Expat Communication et vous pouvez vous inscrire pour aller en Australie, en Europe, en Afrique ou en Amérique latine. Et puis, vous allez aussi pouvoir prendre contact avec l'équipe d'Expat Communication si jamais vous le voulez, si jamais vous voulez un séminaire qui fasse rire et qui soit profond en même temps, animé par Cécile, si jamais vous avez des collaborateurs scandinaves qui sont un peu en mal de glace en France ou des collaborateurs français qui sont en mal de soleil en Scandinavie, n'hésitez pas. Je vais vous afficher le QR code pour que vous puissiez le flasher. Merci beaucoup encore à nos deux interlocutrices, c'était passionnant, on aurait envie que ça dure des heures. Merci à vous tous qui nous avez écoutés et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Bon après-midi. Merci beaucoup. À bientôt.